Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire extraordinaire. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un rêve. C'est l'histoire ordinaire d'un enfant de la guerre qui a refusé d'emprunter la route de la haine pour construire des sentiers de paix. Cette histoire, elle prend racine ici, au cœur du continent africain. Le Burundi est un minuscule pays enclavé situé en Afrique de l'Est. Plus de 9 millions de personnes s'y partagent les quelques 27 000 km² qu'il couvre, en faisant l'un des pays les plus densément peuplés du continent. C'est là, au pays des tambours sacrés, des vaches et des danseurs Intore, sur la colline bordant le lac Kazingiri, dans la province de Kirundo, qu'est né le petit Diomède Niyonzima. Je suis né ici, à Kalambo, en province de Kirundo. Ici, cet endroit, cette place, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c'est la place qui m'a vu naître. C'est la place où j'étais entouré de plus de 60 personnes. On habitait ici en pleine harmonie. Il y avait plus, il y avait plus de 10 maisons. 10 maisons dans lesquelles j'entrais, je sortais comme je voulais. Il y avait du monde qui venait boire de la bière de banane, de la bière de sorgho. Il y avait du monde qui était ami avec la famille. En Kirundi, Niyonzima signifie « Dieu est vivant ». À l'époque, ni Diomède ni ses parents ne se doutaient que ce nom allait s'avérer prophétique. Quand Diomède eut 6 mois, sa famille lui a fait planter un arbre fruitier, un avocatier, dans le respect d'une tradition burundaise immémoriale. La légende veut que l'arbre et l'enfant soient ainsi liés par le rite de la plantation et qu'ils grandissent ensemble. Si l'enfant commet le mal, on prétend que l'arbre en subira directement les conséquences et il séchera. Et voilà. Cet arbre, je l'ai planté quand j'avais 6 mois. Curieusement, il a une cicatrice, comme moi aussi. Il a été délaissé, il a été seul. Mais quand je l'ai retrouvé comme ça, avec une cicatrice dans son cœur. Il a été blessé, comme moi aussi je l'ai été. Mais ça n'empêche pas que ça porte de bons fruits. De sa naissance à 11 ans, Diomède a vécu une enfance heureuse, entouré de ses proches. Les événements qui allaient survenir allaient lui révéler une toute autre réalité. Diomède allait réaliser qu'une différence invisible, dont il n'avait jamais entendu parler, scindrait bientôt la société burundaise et les habitants de sa colline en 2 camps. Le 20 octobre 1993, le président burundais Melchior Ndadaye est tué dans un coup d'État. Cet acte donnera le coup d'envoi à une série de tueries planifiées qui plongeront le pays dans un chaos indescriptible. L'ONU reconnaîtra, 2 ans plus tard, au terme d'une enquête indépendante, qu'en ces jours fracticides d'octobre 1993, le Burundi fut le théâtre d'un génocide planifié contre les Tutsis. Ce, quelques mois à peine avant qu'un autre génocide n'éclate à quelques kilomètres de là, au Rwanda. Malgré les conclusions sans équivoque du rapport, celui-ci est resté lettre morte. Aucune justice n'a été rendue pour les victimes de ces crimes. Ce 21 octobre, j'ai vu un monde changer. Tout est devenu noir pour moi. 43 personnes, c'est beaucoup. 43 personnes, surtout que c'était des personnes qui valaient beaucoup pour moi. C'était comme une vie complètement dépourvue de sens. J'étais à l'école, pas loin d'ici, c'est à peine à 1 kilomètre.
Je rentrais jusqu'à ce que je vois une maman qui vient en courant vers moi, en pleurant, en me disant « Rentre pas, tes parents ont été pris en otage, ligotés et amenés au lac pour être exécutés là-bas. » J'aurais jamais compris que j'étais différent des autres. J'aurais jamais compris que d'un coup, des personnes que j'avais laissées à la maison pouvaient être aussi tuées d'une façon aussi ignoble, d'une façon aussi cruelle, par des gens de l'entourage, du voisinage, du monde qu'on connaissait, du monde qu'on côtoyait, du monde aussi qui nous côtoyait à travers différentes fêtes familiales. Donc j'ai compris que la situation était devenue vraiment grave et j'ai fui à travers ces petites forêts de manioc. Et j'ai pris le littoral du lac Kanziri. Le soir, je sortais des papyrus à côté du lac pour aller déterrer une manioc et boire un peu d'eau. Parce que pendant la journée, c'était une chasse à l'homme avec des chiens enragés. Donc, j'étais devenu un animal à chasser. Les Tutsis qui ont échappé aux mains des génocidaires se sont réfugiés au petit centre de la colline, à Mukenke. Là, les militaires devaient les protéger de la folie de leurs frères. Mais l'arrivée au camp ne signifiait pas pour autant la fin des souffrances. Ce camp de rescapés se trouve à plus de 15 km d'ici. J'avais jamais été là. Je ne sais pas comment je me suis rendu là-bas. C'est peut-être Dieu qui a fait qui m'a orienté vers cet endroit pour que je puisse être sauvé. C'est ici que, après 2 semaines de calvaire, de vie de forêt, que je me suis retrouvé dans un camp des rescapés. C'était tellement bruyant, il y avait tellement de monde. Il y avait des pleurs, il y avait des cris, il y avait des douleurs, il y avait du monde qui n'était pas achevé, qui n'était pas complètement mort, mais qui était vraiment des blessés graves. C'était ici. C'était ici, je me souviens, moi qui n'avais que 11 ans, qui n'avait personne sur qui compter, qui n'avait rien, qui n'avait juste rien. Les plus forts habitaient les classes, les salles de classe. Et moi, je restais ici, sur ce champ ici, en plein air. Je me sentais en sécurité parce que personne ne me pourchassait, ou personne ne voulait ma mort, personne ne me chassait, mais il y avait la faim, la soif, il y avait la misère, il y avait les morts. Ceux qui n'étaient pas morts du génocide sont morts de faim, de soif, de choléra. C'était un calvaire sans précédent. Cet enfer, Diomède n'a pu le supporter très longtemps. Condamné à négocier à tous les jours sa ration avec les plus forts, condamné à manquer d'eau, condamné à la solitude parmi la multitude, il a pris les grands moyens pour s'échapper, encore une fois, du désespoir et de la mort. C'est par ici que j'ai pris par derrière un camion-citerne qui apportait un peu d'eau, une fois par semaine. Moi qui n'étais pas assez fort pour avoir un peu d'eau, même pas une goutte, je me suis dit, peut-être là où le camion doit provenir, il doit y avoir plus d'eau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Gouzie, en traînant par l'arrière du camion citerne d'eau. C'est comme ça que j'ai échappé à ce que tout le monde a enduré. Et c'est pour cela que je suis en vie. Caché à l'arrière du camion de ravitaillement qui apportait de l'eau aux rescapés, Diomède entreprend le plus long voyage de sa vie vers une destination encore inconnue. Il parcourt ainsi 200 km vers le sud-ouest du pays et descend du camion dans un nouveau monde, la ville de Ngozi. C'était comme hier. Mais malgré, ça fait 20 ans. 20 ans. C'est ici que j'ai débarqué pour la première fois.
C'était tellement bruyant, il y avait tellement du monde. C'est ici que le camion-citerne que j'avais pris par derrière depuis Bwambarangwe, depuis le camp de déplacés de Mukenke à Bwambarangwe, s'est arrêté ici. J'ai débarqué incognito pour ne pas me faire tabasser par le chauffeur. Et je me suis laissé perdre dans toute cette foule. Je me suis laissé perdre dans tout ce monde que j'avais jamais vu, dans tout ce monde tellement différent, multicolore, travaillant aussi. Moi qui venais d'un petit village où je voyais seulement mes parents, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. C'était pour moi nouveau de voir toute une foule de gens, toutes ces activités qui se font ici. C'était à la fois terrifiant, mais ça m'apaisait. Ça m'apaisait parce que personne ne me regardait, personne ne me parlait, personne ne s'occupait pas de moi, personne ne s'occupait de moi, personne n'était intéressé de moi, personne ne me chassait. J'ai longtemps resté ici, tout autour du marché. J'ai longtemps resté ici à faire les petits boulots de portage, comme d'autres enfants aujourd'hui le font, les enfants de la rue. Je suis resté un moment. J'ai su m'adapter en restant moi-même. J'ai su me faire une place dans cette société que j'avais jamais connue. Je me souviens, c'était comme hier. C'était au mois de mars 1994. C'était en pleine saison de pluie. Il pleuvait tellement, j'avais pas de toit, j'avais pas de logis, j'avais rien. J'avais rien. J'avais seulement la vie, à peine, mais j'avais aussi l'espoir. L'espoir d'un lendemain meilleur. Il fallait alors que je travaille, il fallait alors que je me forge une carapace pour supporter la pluie, le soleil, la faim, le mépris, la violence physique aussi. Ouais. Poursuivant sa vie avec l'espoir au cœur, Diomède est, une fois de plus, sauvé par un étranger qui lui donnera les outils pour devenir autonome et s'épanouir. Cet étranger, c'est Déba, le coiffeur. Congolais d'origine, il ne fait pas partie des belligérants du conflit. Il se contente de coiffer. Il se souvient de sa première rencontre avec Diomède. J'ai fait à peu près un mois. Je suis tenté de voir le matin, je viens ouvrir le salon, je les trouve ici quelque part, tout près de ma maison, de mon salon. Et puis un jour, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens d'où? Et puis il m'a tout expliqué. Bon. Donc il m'a expliqué et puis j'ai vu que vraiment, cet enfant, il faut que je l'aide. Déba prend ici Diomède sous son aile et lui offre une chance inespérée. Diomède pourra dormir dans le salon de coiffure, à l'abri, à condition de balayer le plancher du salon de coiffure à tous les jours, ce que Diomède accepte. Très vite, la confiance s'installe entre Déba et Dio. J'ai commencé à lui donner un peu des entraînements. Et
Et puis comme c'était un enfant qui était vraiment très apte, et puis il a vraiment, dans 2 ou 3 mois, il a commencé à coiffer sans problème. Grâce à Débat, Diomède apprend le métier de coiffeur et réussit à gagner assez d'argent pour payer ses frais scolaires. Ces journées se dérouleront alors entre les bancs d'école le matin et le salon de coiffure en après-midi. C'est ce qui va définitivement sauver Diomède de la rue et marquera son adolescence. C'est à travers la coiffure que j'ai appris qui j'étais, qui je suis et qui j'allais devenir. Il est comme mon fils, quoi. Ouais. Il est comme mon fils. Alors en sécurité et de retour à l'école, Diomède ressent le besoin d'exprimer toute la souffrance qui l'habite. Il se servira de l'écriture comme d'un exutoire. J'ai commencé à écrire, à défouler ce que j'avais à moi, à un peu partager avec moi-même, à plonger à moi pour découvrir ce qu'il y avait. Dans tout ce que j'ai fait comme exercice d'écoute de soi, j'en ai produit un livre qui s'appelle Héritier du Nouveau Monde, un livre très important, très inspirant, dans lequel, en lisant quelques passages, tu peux tout de suite voir ce que j'ai vécu dans le temps, ce que j'ai traversé et le souvenir que je garde. À force d'y croire, Diomède a poursuivi ses études et est devenu journaliste. À travers son métier et ses rencontres, il a compris la complexité du contexte politique de son pays et a surtout découvert les racines du mal qui lui ont volé son enfance. Aujourd'hui, Diomède vit au Canada avec sa femme et ses enfants. Il aurait pu, comme tant d'autres, laisser les blessures du passé se refermer tranquillement et passer à autre chose. Mais une force en lui le pousse à agir pour construire un nouveau monde. Car Diomède sait que tous les enfants n'ont pas eu sa chance et que certains d'entre eux n'ont connu d'autres réalités que celles des camps de déplacés, de la rue ou de la pauvreté. Car il sait que la pauvreté et l'ignorance qui règnent toujours pourraient plonger à nouveau le Burundi dans la violence. L'enfant qui est né dans son site de déplacés a aujourd'hui 20 ans. Dans les collines, c'est le même problème. Il y a peu de monde, il y a peu d'enfants qui vont à l'école, il y a peu de familles qui vivent dans l'abondance. Donc ces jeunes de 20 ans qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre d'autres choses, des métiers ou d'autres choses à faire dans la vie. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes aujourd'hui, ce ne sont pas des enfants, ce sont des jeunes faciles à exploiter, faciles à manipuler, faciles aussi à entraîner dans la violence. Encore aujourd'hui, de nombreux enfants des collines et des camps finissent par se retrouver dans la rue. Là, ils vivent dans des abris de fortune ou des égouts. Ils ont faim et froid. Ils sont seuls et tristes. Ils vivent dépourvus de toute dignité. On ne leur donne aucune chance de s'en sortir. Face à cette situation, Diomède se retrousse les manches. Avec des amis québécois et burundais, il a fondé une petite organisation non gouvernementale du nom de Kira Burundi. L'objectif de l'organisme est simple, redonner amour, espoir et dignité aux enfants de la rue de la ville de Ngozi. Kira, c'est moi. Kira, c'est ma vie. Kira, c'est mon combat. Parce que je comprends très bien ce que ces enfants de la rue vivent plus que les autres. Parce que je suis passé par là. Kira, c'est le rêve de Diomède. L'héritage que ses parents lui ont laissé, l'héritage qu'il veut léguer à ses enfants et à son pays. C'est aussi ce message. Pour bâtir un monde de paix, pour vaincre la pauvreté, il faut miser sur l'éducation. Il faut agir, car les jeunes, si vulnérables soient-ils, peuvent s'en sortir. Ils sont comme de jeunes pousses d'arbres. Pour peu qu'on les arrose de persévérance, de dignité et de courage,
Pour peu qu'on les illumine d'espoir, ils croîtront et donneront à leur tour beaucoup de fruits. L'histoire de Diomède, cet enfant de la guerre devenu homme, n'est pas finie car sa vie est faite d'espoir. Que son histoire vous inspire. Sachez, vous aussi, voir la lumière en chaque personne et croire en son potentiel. Sachez, vous aussi, être des lueurs d'espoir. Chiziki saka chizu yubulo